Alors pour poursuivre l'émission, on se parle ce soir d'une question que plusieurs croyaient largement réglée, mais qui revient de plus en plus dans les manchettes dans les dernières années. Le contrôle de l'armement nucléaire. Parce que même si la fin de la guerre froide a fait baisser la probabilité d'un échange nucléaire, les grandes puissances du monde n'ont pas pour autant fait une croix sur le principe de la dissuasion nucléaire. Et encore aujourd'hui, on observe un délicat jeu d'équilibre entre les puissances dont la manifestation la plus récente est le renouvellement du traité New START entre les États-Unis et la Russie. La logique de la dissuasion nucléaire est très simple dans le fond. L'idée, c'est de pouvoir garantir une réponse dans l'éventualité d'une attaque nucléaire. Autrement dit, un pays qui oserait lancer une attaque nucléaire contre un autre serait lui-même exposé immédiatement à une réponse d'une puissance proportionnelle. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ce qu'on appelle la destruction mutuelle assurée. Ça peut avoir l'air complètement absurde, parce que d'une manière, ça l'est. Mais paradoxalement, c'est justement cette menace de destruction mutuelle qui a empêché les grandes puissances nucléaires de déclencher la Troisième Guerre mondiale, surtout pendant la guerre froide. Tout le monde savait très bien que l'usage d'une seule bombe aurait un effet domino qui pourrait potentiellement mettre fin à l'espèce humaine. C'était une perspective suffisamment effrayante pour que plusieurs en viennent à craindre la course à l'armement que se livraient les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi beaucoup d'autres pays du monde. En fait, même Ronald Reagan, le président américain, était terrifié à l'idée d'une guerre nucléaire avec l'URSS. En 1983, la chaîne américaine ABC a diffusé sur heure de grande écoute un film intitulé « Le jour d'après », qui mettait en scène une guerre nucléaire complètement dévastatrice, qui mettait essentiellement fin à la vie telle qu'on la connaissait. Après avoir regardé le film, Ronald Reagan a été profondément déprimé et s'est mis à remettre en doute sa propre campagne de prolifération nucléaire et de course à l'armement. Dans les mémoires de Reagan, l'auteur affirme que le président est resté déprimé pendant des jours. Et plusieurs spéculent que c'est un des événements qui a mené Ronald Reagan à solliciter la signature du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Un traité entre l'URSS et les États-Unis qui va éliminer 2500 ogives nucléaires et marquer un grand pas dans la collaboration entre les deux puissances. Aujourd'hui, les accords de l'époque de la guerre froide sont appelés à être revisités, puisque les armes nucléaires elles-mêmes ont dramatiquement changé dans les 40 dernières années. Les armes sont de moins en moins des missiles à longue portée, donc des armes stratégiques, et de plus en plus des armes portatives, plus mobiles, avec des ogives moins puissantes, qu'on appelle des armes tactiques. Et le problème, c'est que les traités de la guerre froide sont mal adaptés à la nouvelle génération d'armes nucléaires. Pensons-y un peu. Si quelqu'un a un missile nucléaire, donc une arme stratégique, c'est relativement facile de le savoir et d'en suivre les mouvements. C'est gigantesque, ça demande du personnel et c'est installé sur des sites sécurisés qu'on peut surveiller et quantifier à partir d'images satellitaires ou d'ententes bilatérales. En d'autres mots, c'est très dur à cacher. C'est un peu pour ça qu'on peut suivre de près les développements dans les programmes nucléaires de la Corée du Nord ou de l'Iran, par exemple, parce que ce sont des armes stratégiques. Mais lorsqu'il est question d'une arme nucléaire tactique, donc d'une torpille dans un sous-marin, par exemple, ou encore d'un missile qu'on équipe sous l'aile d'un avion, alors soudainement, ça devient beaucoup plus difficile à surveiller. Pour un pays, il est possible de développer, de tester et de déployer ce genre d'ogive nucléaire presque directement sous le nez des adversaires. Souvenez-vous de la crise des missiles à Cuba et d'à quel point le monde a frôlé la Troisième Guerre mondiale. Tout ça a commencé avec un vol de reconnaissance d'un avion espion américain qui a pris des photos des missiles nucléaires et des sites de lancement installés sur l'île de Cuba. Aujourd'hui, il serait extrêmement difficile de prouver hors de tout doute que des armes nucléaires nous sont pointées dessus, même si elles étaient directement installées à Cuba ou n'importe où ailleurs. Donc tout ça, vous le comprendrez, vient créer un nouveau besoin de transparence pour réglementer la nouvelle course aux armements et s'assurer qu'un malentendu
nous mène pas encore à une crise des missiles qui, cette fois, pourrait dégénérer. Et ça tombe presque bien parce que si dans les dernières années, la tension a considérablement monté entre les grandes puissances nucléaires, que ce soit entre les États-Unis et la Russie, les États-Unis et la Chine, ou encore l'Inde et le Pakistan, eh bien, il semble y avoir un réel intérêt pour renouveler et moderniser les grands traités nucléaires. Un bon exemple pour illustrer la dynamique actuelle, c'est le traité New START, qui récemment a été renouvelé entre la Russie et les États-Unis. Ce qu'il faut savoir, c'est que New START, c'est une entente qui réduit de moitié, qui limite le nombre de missiles intercontinentaux, donc lancés depuis la Terre, le nombre de missiles balistiques équipés sur des sous-marins, et finalement, le nombre de bombardiers stratégiques. C'est une manière de garantir que les deux pays ont sensiblement le même armement, ce qui empêche que l'un se sente menacé par la supériorité de l'autre. Pour s'assurer que les termes sont respectés, le traité inclut aussi toute une série de mesures de vérification, de partage d'informations entre les deux pays, qui va même jusqu'aux inspections directement sur les sites de l'autre. C'est un traité archi important, ne serait-ce que pour le principe, la notion de transparence qui réaffirme, pour éviter les escalades inutiles, vaut mieux partager autant d'informations que possible et faire preuve de bonne foi. Mais le problème avec ce traité-là, aussi important soit-il, c'est qu'il ne s'applique pas aux armes tactiques et que dans l'environnement de sécurité qu'on connaît aujourd'hui, c'est une vulnérabilité considérable dont les deux joueurs tirent avantage. Pour la Russie, les armes tactiques sont une manière d'équilibrer le rapport de force dans un conflit avec l'OTAN en Europe, puisque l'armement américain est généralement considéré comme étant supérieur et que la Russie devrait affronter plusieurs armées en même temps. Pour les États-Unis, les armes tactiques déployées par la Russie sont un énorme levier politique qui permet de justifier l'importante présence militaire américaine dans la région. Sans menace russe crédible, les États-Unis verraient leur rôle sérieusement remis en question par plusieurs pays alliés, à un moment où l'OTAN est particulièrement fragile. Disons que les armes nucléaires russes pointées sur l'Europe rendent un service aux Américains, qui sont appelés à déployer leur parapluie de sécurité et conséquemment leur influence de l'autre côté de l'Atlantique. Donc depuis que le traité New START a été signé entre les États-Unis et la Russie en 2010, tout le monde savait qu'il y avait des vulnérabilités, mais les deux puissances étaient prêtes à les accepter, puisque chacune à leur manière, ça faisait avancer leurs intérêts géopolitiques en Europe. La logique, c'était qu'il valait mieux avoir une entente trouée que pas d'entente du tout. Mais certains n'étaient pas d'accord avec cette logique-là. Donald Trump, notamment, qui a toujours maintenu que le traité New START était un désastre qui avantageait la Russie, puisqu'en excluant les armes tactiques, ça permettait effectivement à la Russie d'avoir plus d'armes nucléaires que les États-Unis, du moins de déployer sur le terrain. En février 2017, quelques semaines après être arrivé à la Maison-Blanche, dès son premier appel avec Vladimir Poutine, Donald Trump dit à Poutine que le traité est un des mauvais coups de l'administration Obama et qu'à moins de changements majeurs, il n'a pas l'intention de le renouveler quand il va venir à échéance en 2021. Ce que Trump veut faire, c'est inclure les armes tactiques dans le traité, mais aussi et surtout forcer la Chine à signer l'entente, elle aussi. Trump affirme que le moment est venu de traiter la Chine comme une puissance nucléaire comparable à la Russie et qu'un accord sans elle est un mauvais accord qui avantage directement Pékin et le Parti communiste chinois. En juillet 2019 donc, des délégations américaines et russes vont se rencontrer à Genève, en Suisse, pour négocier un nouveau traité nucléaire et discuter de l'inclusion de la Chine. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Poutine, évidemment, est très content de son entente avec les États-Unis. Et il n'est pas aussi inquiet de la Chine avec qui il entretient des meilleures relations que les Américains. Donc les négociations piétinent. Trump refuse de faire la moindre concession. Et encore plus que ça, quelques semaines plus tard, les États-Unis annoncent qu'ils se retirent du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, le traité signé par Ronald Reagan.
À ce moment-là, Trump reproche à la Russie de violer le traité INF. Il dit que les États-Unis sont le seul à respecter, donc aussi bien s'en retirer. Mais à ça, il faut ajouter un peu de nuance. Parce que c'est absolument vrai que la Russie s'est mise à développer des armes théoriquement interdites par le traité INF, des missiles hypersoniques qui sont capables de percer les boucliers antimissiles américains. Mais il faut aussi donner l'autre côté de la médaille, la position de la Russie. Depuis environ 20 ans, les États-Unis n'arrêtent pas de renforcer leurs boucliers antimissiles au-dessus de l'Europe. Ça, c'est énorme, parce que ça menace la notion de destruction mutuelle assurée. Si les États-Unis peuvent bloquer les missiles russes, mais que la Russie ne peut pas bloquer les missiles américains, alors on revient à la case départ. Donc pour la Russie, les nouveaux missiles hypersoniques, c'est seulement une réponse aux Américains, une manière de rétablir l'équilibre de la force et s'assurer que le pays peut encore répliquer à une attaque nucléaire, malgré les boucliers antimissiles américains. Aux États-Unis, le Congrès et le complexe militaro-industriel voient ça autrement. Pour eux, la Russie aurait développé des missiles hypersoniques un jour ou l'autre. Et pendant que les États-Unis ont mis sur pause le développement de nouvelles armes nucléaires stratégiques, autant la Russie que la Chine ont fait des progrès considérables qui remettent en question l'hégémonie américaine dans le monde militaire. En décembre 2019, Poutine déclare qu'il est prêt à renouveler immédiatement le traité New START, à condition qu'il reste exactement le même. Donc on le garde tel quel. Pour Poutine, il serait mieux de renouveler l'entente pour ensuite travailler sur une autre, plus large, qui inclurait la Chine, mais aussi la France et le Royaume-Uni. La raison est assez simple. Dans une situation de guerre totale, la Chine pourrait se ranger avec la Russie, mais la France et le Royaume-Uni se rangeraient définitivement du côté des Américains. Ce que ça veut dire, c'est que pour maintenir un véritable équilibre, il faut aussi prendre en considération les alliances militaires. Ça, c'est une notion relativement nouvelle, mais qui est absolument compréhensible et même tout à fait appropriée quand on y pense vraiment. En juin 2020, les États-Unis vont donc lancer des négociations avec la Chine pour rejoindre le traité, mais évidemment, le gouvernement chinois ne veut rien savoir. Pour Pékin, il n'y a aucune bonne raison de rejoindre une entente avec les États-Unis et la Russie, puisque l'arsenal nucléaire de la Chine, officiellement, est beaucoup, beaucoup plus petit que celui de Moscou et de Washington. Donc de rejoindre une entente qui limite le développement de cet arsenal-là, ce serait l'équivalent de couler dans le béton l'infériorité numérique de l'arsenal chinois. Ce qui est absolument inacceptable pour un pays qui aspire à devenir la première puissance mondiale. Et là-dessus, l'argument de la Chine est tout à fait raisonnable. Pourquoi est-ce qu'elle aurait droit à moins de puissance nucléaire que les autres? Pourquoi elle n'aurait pas le droit à la dissuasion, elle? Avant de viser la Chine, que la Russie et les États-Unis réduisent leurs propres réserves et viendront ensuite se plaindre. Parce qu'il faut quand même se mettre dans les pieds de la Chine. Pourquoi est-ce qu'elle refuse de rejoindre New START? Après tout, ça lui permettrait d'augmenter considérablement son armement, jusqu'au niveau des Américains et des Russes, et de le faire en toute légitimité. Pourquoi pas en profiter? Mais quand on y pense, il y a deux options. Soit la Chine veut aller encore plus loin et dépasser les limites de New START, soit elle les a déjà dépassées, ou qu'elle s'en approche et qu'elle préfère garder le secret. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'incertitudes sur les vrais chiffres de l'arsenal chinois. Donc quand plus tard, en 2020, Trump insiste et dit que si la Chine ne rejoint pas le traité New START, les États-Unis vont tout simplement s'en retirer, la Chine maintient sa position. Mais cette fois-ci, Trump ne peut pas mettre sa menace à exécution, puisqu'il est battu aux élections présidentielles et remplacé par Joe Biden, qui de son côté affirme publiquement que les États-Unis doivent absolument renouveler le traité New START, même si ça doit être fait avec les termes de la Russie.
Et c'est exactement ce qu'il va faire. Le 26 janvier, 6 jours après être entré en fonction, Joe Biden signe avec Poutine une entente pour renouveler tel quel le traité New START pour une durée de 5 ans. Il faut dire que Biden n'a pas complètement abandonné l'idée d'améliorer le traité. Plutôt, il veut s'en servir comme une plateforme pour construire une nouvelle entente. Pour ceux qui le défendent, c'est un peu une manière de s'acheter du temps pour arriver avec un meilleur plan à long terme. Mais pour ses détracteurs, Biden vient de rater une belle occasion de forcer la main à la Russie et à la Chine, qui sont tous les deux très confortables avec le statu quo. C'est surtout vrai pour la Chine, en fait, qui a maintenant 5 longues années devant elle pour améliorer ses capacités nucléaires et grossir son arsenal sans aucune pression diplomatique. Mais la réalité, c'est que la stratégie de Washington semble plutôt avoir évolué vers une posture beaucoup plus agressive. En renouvelant sans précondition le traité New START, implicitement, les États-Unis se trouvent à autoriser la Russie à continuer son travail dans le domaine des missiles hypersoniques. Ce que ça annonce, ce n'est pas un compromis, mais bien l'inverse. Les Américains s'apprêtent eux aussi à se lancer dans la course aux missiles hypersoniques. En reconnaissant le droit de la Russie d'en posséder, Washington se donne carrément le droit d'en développer. Pour contenir l'émergence de la menace militaire chinoise et les nouvelles armes russes, les États-Unis se rendent compte qu'ils peuvent difficilement se condamner à l'immobilisme technologique à travers des traités de non-prolifération. La nouvelle stratégie, c'est d'agrandir l'écart, d'innover et de prendre une longueur d'avance sur la Chine et de rattraper la Russie pendant que c'est encore possible de le faire. Ce à quoi on assiste en ce moment, c'est à une nouvelle course vers l'armement nucléaire entre la Russie et les États-Unis, mais qui cette fois inclut aussi la Chine, qui investit des milliards dans le développement de son arsenal parce qu'elle est consciente que la situation actuelle ne durera pas, que c'est un véritable Far West réglementaire auquel on n'a pas assisté depuis très longtemps. La partie d'échecs est commencée. Et tout indique que les prochaines années vont être le théâtre de toute une série de nouvelles ententes entre la Russie et les États-Unis pour cimenter leur avantage et leur place au sommet de la pyramide géopolitique. C'est paradoxal, mais à un moment où la menace nucléaire est plus présente qu'elle l'a été depuis des décennies, le commun des mortels la considère largement éteinte. Là-dessus, espérons que le réveil ne sera pas trop brutal. Parce qu'il y a un vieux dicton soviétique qui rappelle avec beaucoup de justesse que si on ne s'occupe pas des armes nucléaires, ce sont les armes nucléaires qui s'occupent de nous. C'était Benjamin Tremblay, 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine. « 7 jours sur Terre », c'est un média 100% indépendant qui est financé exclusivement par les contributions de ses membres exclusifs pour aussi peu que 99 sous par mois. En plus de permettre la production de cette émission, les membres exclusifs ont accès à une tonne de contenu qui leur est entièrement réservé, dont un segment complet de cette émission, ainsi qu'une revue de presse à chaque semaine où on revient sans script sur les grands dossiers d'actualité. Pour devenir membre, c'est super simple, ça se fait en quelques clics seulement au 7jourssurterre.com/abonnement. Merci et à très bientôt.